On va demander à notre Benjamin de faire l'appel. Très bien, merci monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc on l'appelle Richard Mallier. Présent. Amapola Ventron. Présent. Marie-Odile Armandon. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Présent. Roger Mossé. Présent. Corinne Lemeu. Edmond Otedjian. Présent. Édouard Alexander. Mathieu Morateur. Paul Lampeau. Armand Chana. Claudine Chartres. Colette Toulec. Pouvoir. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuzel. André Gauthier. Véronique Garnier. Il y a un pouvoir pour monsieur le maire, normalement. Catherine Bienfait. Pouvoir. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Pierassini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Mochia. Pouvoir. Très bien. Christine Sicardi. Marie-Christine Overlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Hervé Puisson. Et Anthony Chocron. Pouvoir. Donc nous sommes 24 et nous avons bien couru. Bien, merci Mathieu. Donc, dites-vous bien que le dernier conseil municipal de l'année est aussi, échappe pas à la règle, il sera lui aussi filmé et donc vu sur le site. Je voudrais vivement féliciter l'association Bouc et d'Or pour la très belle fête de Noël qui a eu lieu le jeudi 15 décembre à la salle des fêtes des Terres Blanches. La municipalité a elle aussi mis nos seniors à l'honneur en leur offrant le traditionnel colis de Noël qui, je le rappelle, est assemblé sur la commune puisqu'il est assemblé par la chrysalide. Simplement dire qu'on m'a reproché de ne pas être allé jeudi au repas de Noël du foyer Bouc et d'Or. Simplement, j'ai fait 2 déjeuners de Noël dans les écoles et après avec service technique. Je n'allais pas en faire un 3e quand même, même si certains l'ont vu, j'ai peut-être un peu diminué de volume. C'est pas pour autant qu'il faut reprendre ceci. 9 609,43 € ont été récoltés sur la commune de Loup-Bel-Air en faveur du Téléthon. Un très grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés à cette occasion. Merci aussi aux 300 bouquins présents pour accueillir la tournée départementale des chants de Noël. Vous le savez, depuis mon élection dans l'instance départementale, la commune se trouve désormais sur la tournée. Cette année encore, j'ai pu entendre votre plaisir de découvrir d'émouvants chants corses dans notre salle des fêtes. Toujours aux Terres Blanches, vous pourrez découvrir le 6 janvier prochain la pièce de théâtre mise en scène par le collectif La Palmera, intitulée Oreste en Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Tout ça, je n'invente rien, c'est vraiment le titre de la pièce. Je pense que quand on a un titre comme ça vous dit beaucoup d'aller la voir. Côté château, la superbe exposition de sculpture et art du feu s'est terminée hier et laissera place à partir du 6 janvier au Salon des lauréats par lequel le public peut découvrir des artistes plébiscités par un jury professionnel. Le conseil de ce soir traitera du nouveau régime indemnitaire de la fonction publique ainsi que d'une mise à disposition d'un ancien agent par la commune d'Aix en plus du traditionnel toilettage du régime des effectifs. Nous proposerons aussi une motion politique pour clarifier la position de la municipalité face à une nouvelle taxe socialiste jugée inacceptable. Nous évoquerons enfin, sous la houlette métropolitaine, des subventions pour nos routes, en attendant le transfert de la voirie à la métropole, ainsi que les prémices du PLU intercommunal.
Je vous rappelle que le feu d'artifice sera tiré le 1er janvier, place de l'Hôtel de Ville à 19h, et je crois savoir que la commission extra-municipale de Bougrelaire, en fait, que je remercie au passage pour son investissement, nous a préparé de nombreuses surprises, alors je vous incite à venir nombreux. Avant de conclure, je voudrais remercier l'ensemble du personnel municipal, mesdames et messieurs les chefs de service, vous pourrez transmettre le message, et ainsi que les élus pour l'année qui vient de s'écouler. À ce propos, pour vous remercier de votre assiduité un 19 décembre, je m'aperçois que beaucoup sont présents, certains ne sont plus là, mais je parle et des élus et des chefs de service, vous l'avez compris. Eh bien, vous trouverez devant vous, mesdames et messieurs les élus, un petit cadeau sucré, c'est la période. Tu l'as déjà mangé, toi? Ah, alors, sucré, confectionné sur la commune, puisqu'il s'agit de macarons aux couleurs de notre blason. 2017 sera, quant à elle, une année électorale déterminante pour l'avenir de notre pays, avec les élections présidentielles en avril prochain et mai prochain, suivies des élections législatives au mois de juin. La fin de l'année, c'est aussi marquer une pause pour soutenir les personnes affectées par la maladie ou le deuil, ainsi que les personnes vulnérables. Se projeter sur l'avenir, c'est poser un sourire sur les nouveau-nés de l'année à qui je souhaite la bienvenue en adressant toutes mes félicitations à leurs parents. Noël réchauffe les cœurs, demeure porteur d'espérance et de fraternité. La municipalité et les associations vont donner du sens à ces festivités. Téléthon, messe de Noël, marché de Noël, spectacle, goûter, loto, tout nous invite au partage, à la tolérance, à l'attention portée à l'autre. À nos aînés, à nos jeunes, à nos familles, à nos amis, à vous tous, je souhaite de joyeuses fêtes et un très bon Noël. Et pour conclure, c'est avec nos meilleurs souhaits pour une belle année 2017 que ce conseil municipal se joint à moi pour vous inviter à venir partager un moment convivial autour des traditionnels vœux à la population qui auront lieu le jeudi 19 janvier à 18h30 dans la salle des Terres Blanches. Et enfin, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, passons à l'ordre du jour. Donc, le premier point de l'ordre du jour, c'est l'éternelle adoption du compte-rendu de la séance du 28 novembre, donc qui est comme toujours très succinct. Est-ce que des questions, des remarques, des observations? Il n'y en a pas, donc je le mets aux voix. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention, 2 abstentions. Donc unanimité, merci. Ensuite, nous avons l'information au conseil municipal de la décision prise dans le cadre de l'article L 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit d'un contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable, un bail qui est passé entre la commune d'Aubert et M. Mulatieri Jean-Louis, qui est en fait la continuité, donc qui a lieu, qui prendra effet à compter du 1er décembre 2016, qui se termine le 30 novembre 2017. Donc évidemment, ce contrat n'est pas reconduit tacitement. Et il a une contribution mensuelle de 427,47 €, à laquelle s'ajoute la charge forfaitaire pour l'eau qui est de 100,81 €. Voilà, des questions là-dessus? Pas de questions, donc il n'y a pas à mettre au vote, c'est une information. Ensuite, nous continuons avec avec la création de 2 postes, la suppression d'abord de 2 postes au registre des effectifs. Il s'agit de la suppression d'un poste d'ingénieur territorial principal à temps complet, qui était occupé par un agent parti à la retraite le 1er juillet, et qui est référencé au registre des effectifs sous le numéro A21331. Alors il y a des italiques, il y a des gras, des maigres, des chiffres romains, mais en fait, voilà, c'est ça. Donc, et le deuxième, c'est un poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, à temps complet,
qui était occupé par un agent parti à la retraite le 1er septembre 2016, et c'est le numéro C22213. Voilà, donc il vous est proposé de supprimer. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons donc la création de deux postes au registre des effectifs. Alors, il s'agit tout simplement de créer de deux postes d'adjoint technique territorial à temps non complet, inférieur à 17h30 hebdomadaire, qui correspondent en fait, alors c'est un peu compliqué, mais nous avons une DSP pour le marché ainsi que les vide-greniers, avec la société Mandon, et ce marché arrive à la fin, cette DSP arrive à la fin du 31 décembre. Or, nous avons lancé une procédure de DSP, vous le savez, puisqu'elle a été lancée par le conseil municipal, où il y avait un candidat qui se créait, mais qui ne comprenait pas bien où était la fiabilité, et puis un autre candidat qui était un candidat francilien, qui s'imaginait qu'on était en Île-de-France et qui arrivait avec des tarifs et un peu les marchés qui se passent là-haut. Donc, nous avons décidé de ne pas suivre cette procédure de DSP-là, de la clore, et de la relancer. Seulement si on la relance, on en a pour quelque temps à revoir. Donc il vous est proposé de prendre les deux agents concernés, qui sont en fait les receveurs de ce marché, dont un est en maladie depuis pas mal de temps, et l'autre est au travail, de les reprendre sur la mairie temporairement, le temps qu'on puisse trouver un autre attributaire de DSP. Voilà un peu l'idée de ça. C'est pour ça que je vous demande de créer ces deux postes. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Donc je vous vois cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons une signature de convention de mise à disposition du personnel par une autre collectivité territoriale. Comme on avait quelques soucis avec le service des finances, évidemment, nous avons la possibilité d'aller au CDG trouver des agents fonctionnaires qui sont momentanément privés d'emploi, on va le dire comme ça. Et donc, momentanément, nous avions besoin d'un renfort au niveau du service des finances, puisque et le chef de service et un agent du service qui était passé à 50%, mais qui aujourd'hui est en longue maladie, et puis un autre agent du service s'était coupé les tendons, en fait, en cuisinant chez elle, s'était mis un coup de couteau, involontairement, mais sur la main, ne croyez pas que c'est autre chose. Donc on avait un peu des difficultés à faire tourner ce service. Le CDG nous proposait quelqu'un, mais le temps que cette personne arrive, il fallait un mois pour prendre ses marques, connaître comment on travaillait. Nous avons demandé à la mairie d'Aix de nous mettre à disposition un ancien agent qui sort de chez nous, qui est parti au mois de mars ou avril, si je ne m'abuse, qui s'appelle Francis Filiquier. La mairie d'Aix a accepté de nous le mettre à disposition pendant 2 semaines pleines. Donc, c'est-à-dire que nous avons 7 semaines qui s'écoulent, plus du 9 au 11 janvier et les 16 et 17 janvier de l'année prochaine, évidemment. Donc, il est demandé à l'Assemblée, au Conseil municipal, de m'autoriser à signer avec la mairie d'Aix une convention de mise à disposition pour accueillir cet agent. Évidemment, nous rembourserons le coût de cet agent à la mairie d'Aix. Voilà. Je crois que j'ai été suffisamment clair. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Madame la conseillère municipale, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Je voulais juste savoir s'il est prévu de recruter quelqu'un après la mise à disposition de l'agent d'Aix-en-Provence. Simplement, nous avons recruté quelqu'un au 1er septembre pour remplacer cet agent quand il est parti,
il a fallu un certain temps, quelques semaines, voire quelques mois pour le recruter. Et en fait, on a aujourd'hui un agent qui est en maladie, qui devrait, m'a-t-on dit, reprendre au mois de janvier, mais tant qu'on ne l'a pas vu, qui est remplacé par quelqu'un. Et nous avons recruté donc quelqu'un qui remplace. Donc on retrouve comment dirais-je, on retrouve le périmètre qu'avait le service des finances il y a un an. Voilà, on le retrouve aujourd'hui, mais comme on a accumulé un peu de retard, parce que cet agent n'était pas remplacé pendant 4 mois, même plus, 5-6 mois, et puis on avait le chef de service qui a été malade pratiquement, qui a été, en maladie, en arrêt maladie pendant février-septembre, donc ça fait pendant 7 mois, on a accumulé un certain nombre de retard. Donc il vous est proposé de prendre cet agent pendant 2 semaines, qui va permettre de préparer le budget, mais on ne va pas recruter, puisqu'on a recruté, ça y est. On a recruté et on retrouve tous les agents qui étaient en maladie. On a déjà procédé au recrutement pour le remplacer. Autre question, pas d'autres questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la réforme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Alors je vais vous demander pendant une dizaine de minutes, ensuite je vais proclamer une suspension de séance et on va demander à Mathieu Gorbani de nous faire un exposé sur ce qu'est le RIFSEP. Bien, donc bonsoir à tous. Ce qu'on vous propose là, c'est donc une petite présentation synthétique du dispositif RIFSEP, donc qui est en fait le nouveau régime indemnitaire qui initialement est appliqué à l'État et qui va donc être décliné à la fonction publique territoriale. Voilà, donc le RIFSEP, on va d'abord le définir. Donc qu'est-ce que ça veut dire le RIFSEP? Ça veut dire régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Voilà pour la définition. C'est un dispositif qui est parti du constat. Alors c'est bon, comme je le disais, c'est un dispositif initialement qui a été porté nationalement, qui a une portée nationale, qui est parti du constat que l'ancien système était donc assez opaque, assez complexe à mettre en œuvre aussi. Et ce nouveau système donc, a vocation à apporter plus de clarté et de cohérence en ce qui concerne la partie régime indemnitaire sur la rémunération. C'est un dispositif qui va s'appliquer à tous les agents, à tous les fonctionnaires territoriaux, quel que soit leur grade ou leur filière, à ceci près que la police municipale n'est pour l'instant, à ce jour, pas du tout concernée par le dispositif. Et puis certaines filières, notamment les filières techniques et culturelles, ne sont pas encore concernées, c'est-à-dire qu'elles font partie du dispositif, hein, c'est bien prévu, mais le système ne s'appliquera à ces filières-là que lorsque les décrets d'application seront publiés, ce qui n'est pas encore le cas à ce jour. C'est aussi un dispositif qui va remplacer toutes les primes et indemnités qui existent actuellement, à l'exception de quelques-unes. Notamment, on peut citer donc l'indemnité compensant un travail de nuit, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, par exemple, ou encore l'indemnité de régisseur, qui sont des indemnités bien spécifiques et donc qui ne sont pas concernées par le RIFSEP. Donc, un petit rappel pour bien comprendre le nouveau système. Donc, le régime indemnitaire actuel, alors on va dire la rémunération actuellement d'un fonctionnaire territorial, pour faire simple, elle est composée d'une partie qu'on va appeler les éléments obligatoires, ce qui comprend donc le traitement du fonctionnaire, le traitement indiciaire, qui peut être accompagné, le cas échéant, d'un supplément familial de traitement,
d'une indemnité de résidence ou d'une NBI, ce qu'on appelle une NBI, nouvelle bonification indiciaire. Donc ça, c'est si l'agent est éligible à ces ajouts-là, il en bénéficiera. À ces éléments obligatoires, on peut ajouter des éléments facultatifs, ce qu'on appelle véritablement le régime indemnitaire, qu'on peut appeler également les primes. Et ça concerne, il y a tout un tas de primes actuellement qui sont en vigueur, la PFR, l'IAT, l'UMP, etc. Et donc tout ça compose le salaire. Avec le RIFSEP, alors on va y venir, peut-être d'abord juste précision, c'est que les primes, donc les éléments facultatifs, par nature, donc ne sont pas garantis, ce sont des éléments qui peuvent être mis en place par l'autorité territoriale. On va dire que c'est quelque chose qu'elle peut mettre ou ne pas mettre, c'est vraiment son pouvoir discrétionnaire. Avec le RIFSEP, le régime indemnitaire, donc il y a toujours les éléments obligatoires, ça ne change pas, bien évidemment, tout comme les avancements de grade, etc. Tout ça n'est pas impacté par le RIFSEP. Le RIFSEP, c'est véritablement cette partie-là, c'est-à-dire ce qui était auparavant donc les primes, le régime indemnitaire, les éléments facultatifs. Là, ça devient donc le RIFSEP en deux composantes. Il y a une partie qu'on appelle l'IFSE, on va la définir aussi, et une partie qui s'appelle le CIA. Et donc ça compose toujours le salaire de l'agent. La part IFSE, c'est une part qui est garantie, alors qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le régime indemnitaire ne l'est absolument pas. Et la part CIA, qui elle, est une part variable, que la collectivité peut mettre en place. Donc petite définition de l'IFSE, donc cette partie IFSE qui donc en fait est l'indemnité de fonction, suggestion et d'expertise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette partie-là, elle est liée au poste exercé, aux missions exercées et au poste qu'occupe l'agent. Donc c'est véritablement sa fiche de poste qui va déterminer d'une certaine manière sa part IFSE. Également dans cette partie-là, certains critères peuvent entrer en compte, peuvent entrer en jeu pour une certaine modulation à la marge. Donc c'est des critères qui sont principalement l'expérience professionnelle de l'agent, sa technicité particulière ou les suggestions. Et donc cette partie IFSE, le dispositif prévoit donc c'est un versement qui est mensuel. Pour l'autre partie, la part CIA, donc CIA c'est complément indemnitaire annuel, donc c'est une part facultative et qui est versée en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent. Et en fait c'est une partie qui, lorsqu'elle est mise en place, découle de l'entretien d'évaluation de l'agent. Donc en fin d'année, si la personne a fait un travail jugé satisfaisant par sa hiérarchie notamment, eh bien elle peut se voir attribuer une part de CIA. Et ça c'est un versement qui est annuel. Donc comme son nom l'indique, un complément indemnitaire annuel. Sur la collectivité ici à Bouc-Bel-Air, donc ça serait donc un versement qui serait effectué en février en fonction des entretiens annuels de l'année précédente. Donc pour préciser ce qui est en discussion, ce qui est prévu, c'est en 2017 donc une part donc dès janvier en fait, une part IFSE qui serait garantie à hauteur de 70% de l'existant, c'est-à-dire que l'agent arrive avec son existant de prime actuelle. Cette part est garantie à hauteur de 70%, et une part CIA qui est mise en œuvre et qui serait donc de 30%, ce qui en fait ramènerait un total de son 100% actuel. Et dès 2018, le dispositif, donc c'est toujours sur les mêmes bases, à ceci près que donc la part IFSE elle ne change pas, et c'est la part CIA, donc la part variable, qui elle peut aller de 0 à 60%, ce qui permet potentiellement à l'agent de voir son traitement même augmenter si toutefois il donne satisfaction dans son travail.
Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes déjà le dispositif du RIFSEP tel qu'il a été conçu et imaginé et sa déclinaison par rapport à la collectivité, par rapport à la ville de Bouc-Bel-Air. Voilà, je vous remercie. Merci Mathieu. Voilà, donc on vous a expliqué l'objet du RIFSEP, et la proposition donc, qui est faite. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Madame la conseillère municipale, vous avez la parole. Ça va? Ok. Voilà, donc dans votre allocution d'ouverture, monsieur le maire, tout à l'heure, vous avez adressé vos remerciements aux agents municipaux et des félicitations pour leur travail. Et c'est vrai que, bon, ça fait 2 ans qu'on est alerté par des conditions de travail assez difficiles pour certains agents municipaux, dû à de multiples facteurs. Donc après votre allocution, moi, je pourrais m'attendre à ce qu'effectivement le maire que vous êtes et qui reconnaissez le travail effectué puisse être un peu plus clément, on va dire, par rapport à cette indemnité qui effectivement est mise en place par tout le monde, mais qui est aussi laissée, on va dire, au libre arbitre des maires, puisqu'on a certaines municipalités qui, dans le cadre de l'IFSE, ont effectivement attribué aux agents municipaux jusqu'à 85% de... Voilà, et ce que vous proposez, c'est 70%. Ça veut dire qu'en 2017, puisqu'on a les 30% de CIA qui sont maintenus, en 2017, l'agent ne sera pas trop touché. À partir de 2018, là, les choses vont se compliquer, puisque, effectivement, l'IFSE vous proposez que ça soit toujours maintenu à 70%. Donc, certains agents, dans tous les cas, verront une baisse de salaire, puisque après, la CIA passe entre 0 et 60%. La CIA, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que concrètement... Allez, je vous coupe, parce que ce n'est pas la CIA, c'est le CIA. Okay, la CIA, c'est la Centrale Intelligence. Non, mais il n'y a pas de souci. Là, c'est le complément indemnitaire annuel. Parce que la CIA, ça vous choque, c'est pour ça. Non, mais il n'y a pas de problème. Le CIA. De préciser. Je vous remercie, monsieur le maire. Voilà, donc je veux juste te dire que c'est effectivement... à partir de 2018, certains agents vont se retrouver dans des situations difficiles, puisque concrètement, on se rend compte que ça sera, on va dire, presque du clientélisme. C'est-à-dire que selon comment l'agent est noté, pas noté, etc., selon comment il se verra attribuer entre 0 et 60% de cette prime. Donc je pense que cette mesure, si elle doit être appliquée, elle peut être faite dans la bienveillance. Et pour l'instant, après des félicitations aux agents municipaux, je me rends compte que vous n'êtes pas finalement dans cette bienveillance-là et que certains devraient souffrir de cette discrimination plus tard. Ma foi, je constate, Madame la conseillère municipale, que vous avez la même vision que les syndicats. C'est-à-dire que vous voyez toujours le verre à moitié plein. Moi, je vois le verre à moitié vide. Et je m'explique. Je vais essayer d'être positif. C'est le contraire, il me semble. C'est pour ça que je vous l'ai dit, pour voir si vous suiviez bien. Voilà. Le verre à moitié vide ou à moitié plein, vous voyez le côté négatif. Moi, j'essaie de voir le côté positif. Et le côté positif là-dedans, c'est quoi? C'est aujourd'hui, les agents ont des primes qui ne sont pas obligatoires. Et certains, d'ailleurs, s'en rendent compte tous les jours, puisque certains n'ont quasiment plus de primes, parce que la façon de servir n'était pas convenable. 2, donc c'est pérenniser les primes qui existaient, et c'est pérenniser, je vous l'accorde, que 70%. Non. C'est pérenniser 70%, qui tomberont systématiquement tous les mois dans le traitement de l'agent. À côté de ça, c'est un CIA, un complément indemnitaire annuel,
qui pourront aller jusqu'à 60% de ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais évidemment, il y a des critères. Les critères, c'est être présent à son travail, c'est la façon de servir, et c'est tout à fait normal, c'est l'esprit du RIFSEP. Et le RIFSEP, c'est pas moi, c'est pas le gouvernement que je soutiens qui l'a pris, c'est le gouvernement actuel. Et pour une fois, je suis d'accord avec le gouvernement actuel, et j'applique. Seulement, si vous voulez, moi je prends mes responsabilités. L'État a dit, on fait ça, mais ils mettent tout le monde à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu quoi? On a eu la pérennisation de 100% des primes, qui n'étaient pas obligatoires. Voilà ce que ça fait. Là, on dit la chose suivante, on dit, il y a 70% de pérennisation de la prime, et il y a encore 60% qui peuvent être donnés dans la manière de servir. C'est-à-dire que l'agent qui travaille correctement, il est sûr d'avoir au moins 100% de ce qu'il avait. L'agent qui travaille super bien, tout à l'heure j'ai évoqué un service d'une délibération antérieure. Là, on a des agents qui, excusez-moi l'expression, se sont défoncés parce qu'il manquait des agents, mais qu'on ne peut pas remplacer, autant si vous voulez, dans certains postes, on peut remplacer un agent. Mais au service des finances, on ne remplace pas au pied levé comme ça. Voilà. Donc ils se sont défoncés pour que le service continue. Il est normal que ces gens-là reçoivent, que ces agents-là reçoivent un remerciement de la part de la collectivité, de l'autorité territoriale. Donc c'est pour ça que je vous dis que regarder les choses négativement comme vous le faites, moi ça ne me convient pas. Par contre, je vous dis qu'aujourd'hui, cette délibération qui vous est proposée pérennise 70% des indemnités qu'ils avaient, rend possible au titre de CIA, et alors comme c'est au mois de février qu'il sera donné le CIA, et qu'on n'a pas eu l'entretien professionnel en 2016 qui va nous permettre d'attribuer un CIA en 2017, en février 2017, et bien dans ce cas-là, nous disons, ok, allez, c'est 30%. On le met à au moins 30%, avec une possibilité d'aller jusqu'à 60%. C'est-à-dire qu'en 2017, il n'y aura que des gagnants. Et en 2018, si les agents ont bien compris, il n'y aura aussi que des gagnants. Parce que si l'agent fait correctement son boulot, il sera gagnant. Il ne peut être que gagnant. Et encore, je ne vous ai pas tout dit, parce que dans l'IFSE, l'indemnité, les fonctions de suggestion et d'expertise, il y a même une part fixe et une part variable. Et nous n'avons pas tenu compte de ça. Nous n'avons tenu compte que de la part fixe. Donc aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, les agents, s'ils font leur boulot correctement, c'est la manière de servir, eh bien je crois que les N+1, puisque c'est eux qui auront à les noter, c'est-à-dire leur chef, comme on dit dans l'administration, leur N+1, eh bien saura les récompenser. Et donc l'autorité territoriale sera récompensée. Par contre, c'est vrai qu'il a été dit aux syndicats qu'en fait, nous aurions une formation pour les N+1. C'est normal que les N+1 soient formés. Mais les N+1, ça veut dire qu'ils sont responsables. Ils seront payés comme N+1. Donc il faut aussi qu'ils fassent leur boulot de N+1. Alors je vais le prendre autrement. Je vais aller dans votre sens à vous. Aujourd'hui, on a des agents de maîtrise. Les agents de maîtrise, ils sont payés avec leur traitement indiciaire, c'est-à-dire en fonction de leur indice. À côté de ça, ça vous a été dit par Mathieu Gorbani, ils peuvent avoir une prime une NBI s'ils encadrent au moins 5 agents. À côté de ça, ils ont évidemment les primes qu'ont tous les agents, qui sont des primes d'allocation familiale ou l'indemnité de résidence. Bien. Si j'ai un agent de maîtrise qui n'encadre pas 5 agents, il n'a pas la MBI. Par contre, il peut encadrer des agents de maîtrise, parce que ça, c'est ce qu'on appelle des grades qui n'ont rien à voir avec la fonction. Donc il peut encadrer les agents de maîtrise. Et on a ce cas-là. Et comme l'agent de maîtrise qu'il encadre est plus ancien que lui, il a un traitement indiciaire, il a un échelon supérieur, donc il a un traitement indiciaire qui est supérieur au sien. Donc il a un traitement tout court qui est supérieur à celui qui encadre. Vous trouvez ça normal? Moi non. Je vous dis, moi non.
C'est pour ça qu'à côté de ça, il y a le RIFSEP, et que le RIFSEP, son idée, son état d'esprit, c'est de dire, ça permet de récompenser les agents en fonction de leur poste, des suggestions, de l'expérience qu'ils ont, et en fonction de la manière de servir. Et là, ça permet de l'équité entre les agents et de la justice. Et moi, ce sont des mots qui sont importants pour moi. Oui, monsieur Bretin. Juste une question, si j'assimile vos critères à des objectifs, pour rentrer ça dans le privé, est-ce que c'est discuté avec l'N+1 de lors de l'entretien annuel? Je veux dire par là, parce que les critères, il faut qu'ils restent atteignables, réalisables. Si on se repositionne dans le privé, c'est discuté, c'est vu comment... Bien sûr, lors d'un entretien professionnel, c'est à ce moment-là que ça sera décidé. D'où la formation et d'où la formation des N+1, c'est ce que j'ai dit. Alors, depuis 2 ans, moi, ce que je remarque par rapport à toutes les discussions qu'on a eues sur les agents municipaux, c'est que très souvent, ces agents-là, ils sont toujours en train de travailler à flux tendu. Il y a pas mal de postes qui ne sont pas remplacés. Là encore, on a voté pour 2 postes, une suppression de 2 postes. On ne sait même pas s'ils vont être remplacés. Ce sont des gens qui sont partis à la retraite. Ça veut dire que si ces postes-là ne sont pas remplacés, les gens qui sont en poste vont forcément renforcer les absences. Et, comment dirais-je, quelqu'un qui, finalement, aujourd'hui, compte tenu de ce que vous allez mettre en place, quelqu'un qui sera, ne serait-ce qu'en congé de maladie, je ne parle pas d'abus, quelqu'un qui sera en congé de maladie se retrouvera de toute façon pénalisé par ce que vous allez mettre en place. Non, encore une fois, vous mélangez tout. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a l'indemnité de préfecture, s'il est malade, il n'a plus l'indemnité de préfecture. Non seulement elle n'est pas obligatoire, l'indemnité de préfecture, mais en plus, si vous êtes malade, vous ne l'avez pas. Ou l'IAT, c'est l'indemnité, l'IAT, c'est, je ne sais plus, l'IAT, administration et technicité. Bon, l'IAT, c'est pareil. Normalement, vous ne l'avez pas si vous êtes malade. Et c'est en plus non obligatoire. Aujourd'hui, je vous dis que les agents seront gagnants parce qu'ils auront l'IFSE qui devient une indemnité qui pérennise l'indemnité qui n'était pas obligatoire. Par contre, quand on parle d'agent malade, il est vrai que c'est difficile de voir sa façon de servir quand il est malade. C'est pas parce qu'il est malade 3 jours, c'est pas ça. Mais quand il est malade pendant une année, c'est difficile de savoir comment il sert. Vous me l'accorderez. Voilà. Bon, ben oui, ben alors, il appartient au N+1 d'en tirer les conclusions. Par contre, oui. Par contre, bien non, c'est au prorata du temps de travailler, c'est clair. Par contre, on a supprimé 2 postes. Je suis d'accord, je vous l'ai dit, c'est 2 agents qui sont partis à la retraite. Mais arrêtez de dire qu'ils n'ont pas été remplacés. Un, c'était le DST, à ma connaissance, il est remplacé, mais ce n'est pas le même grade. Donc on ne peut pas mettre cet agent-là sur un poste d'ingénieur principal, il n'est pas ingénieur principal. Deuxièmement, le poste d'agent administratif, d'adjoint technique, c'est ça, qui a été supprimé. Mais on l'a remplacé. C'est quelqu'un qui travaille dans les écoles. Dites-moi si dans les écoles, c'est mal géré, s'il n'y a pas de personnel. Je crois que les gens à Bouc-Bel-Air, les instituts, quand ils arrivent à Bouc-Bel-Air, ils trouvent que c'est formidable à Bouc-Bel-Air. Hein. Ils se battent tous pour venir à Bouc-Bel-Air. Ça veut dire que les parents d'élèves, ils ont aussi des remarques assez favorables sur les écoles à Bouc-Bel-Air. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous racontez n'importe quoi. Je ne crois pas que Mme Berlin-Kels raconte n'importe quoi. Si, je confirme. Attendez, s'il vous plaît. Si, quand on me dit que 2 agents à la retraite n'ont pas été remplacés, je dis qu'ils ont été remplacés, point la ligne. Mais on n'a pas vu la décision de leur remplacement
Généralement, on dit supprimer 2 postes remplacés par 2 autres postes. Là, ça n'a pas été le cas. On est en droit de s'interroger à savoir s'ils ont été remplacés. Vous dites oui. Bon, on n'a pas vu quels étaient les postes qui les avaient remplacés, mais il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de mauvaise part. Après, vous dites l'État, il met tout le monde à 100%. Non, non, c'est pas vrai. Puisque les plafonds du CIA sont déterminés, ils sont en fait tout simplement beaucoup plus faibles que ce que vous proposez aujourd'hui. C'est-à-dire que la marge de variation, au lieu d'être de 60%, elle est beaucoup plus faible, c'est tout. Donc, le risque pour les salariés de se sentir... comment je dirais, l'incertitude des salariés, qui est quand même une très mauvaise chose dans une boîte quelle qu'elle soit, est beaucoup plus faible pour les agents d'État que ce qu'ils seront pour les agents de la commune. Et on considère que en ce moment où tout est, comment je dirais, soumis à des aléas, etc., ce n'est pas une bonne chose de mettre une part variable aussi importante alors qu'on avait la possibilité de la limiter à 15%, comme il est d'ailleurs conseillé dans les textes réglementaires. Je vous rappelle, il est préconisé 15% du régime indemnitaire pour les catégories A, 12% pour les catégories B, seulement 10% pour les catégories C, ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable à un moment où tous les salariés sont dans des situations d'inquiétude. Ça serait beaucoup plus raisonnable. Vous avez fait un choix contraire en mettant un CIA dont les plafonds sont plus de 2 fois supérieurs à ce qui est recommandé dans les textes. Et bon, c'est un choix. On considère que c'est un choix qui est peut-être pas celui qui aurait dû être fait. Voilà. Tu veux dire, Dominique, sur le propos des plafonds, là? Il est enclenché. Il est enclenché, pas. Il marche. Parle dedans. Voilà. Bon, voilà. Bon, je parle un peu sous couvert de Mathieu Gorbani. Normalement, les plafonds qui sont inscrits dans la délibération ne peuvent pas être supérieurs à ceux inscrits à l'État. Ah si, tout à fait. C'est le total des 2 plafonds. C'est pas plafond par plafond. Non, le total des 2 plafonds. Non, mais il faut bien le préciser. C'est pas plafond par plafond. Il n'y a pas d'un côté le plafond du FCE, de l'autre côté le plafond du CIA. C'est le total des 2. Et donc, effectivement, vous jouez là-dessus en mettant un plafond CIA extrêmement élevé par rapport à ce qui était raisonnablement suggéré par les textes, et des plafonds beaucoup plus bas pour l'IFSE que ce qui était suggéré par le texte. Bon, effectivement, c'est un choix. On pense que ce n'est pas le bon choix pour bien gérer une équipe. Voilà. Non, mais je sais, si vous voulez, que vous supportez, vous, une position totalement inverse, hein, si je puis dire, comme celle du gouvernement qui a supprimé le jour de carence pour les fonctionnaires. Je veux dire, bon, dès qu'ils sont arrivés, ils ont supprimé en estimant que c'était pas bon. Bon, tout à l'heure, il était fait référence au privé. Je veux dire, il y a des gens du privé qui ont 3 jours et des fonctionnaires qui n'ont rien du tout. Comme par hasard, bon, vous me direz c'est un hasard, je suis d'accord avec vous, parce que l'année 2016, l'année 2015 et l'année 2014 ont vu des temps qui étaient plus froids que les autres années, donc de ce fait, il y a beaucoup plus de jours de maladie qu'il y en avait avant. Hein. Bon, c'est un hasard, vous me direz, mais enfin bon, le hasard peut-être fait bien les choses. Et moi, je vous dis que c'est pas un hasard, c'est tout simplement la suppression de la journée de carence chez les fonctionnaires a posé beaucoup de problèmes dans les arrêts maladie. C'est clair, voilà, c'est clair. Bon, ceci étant, nous, il nous est proposé
pour les agents, c'est ce qui vous est proposé pour les agents, nous sommes dans la fonction publique territoriale. Et ça, je suis d'accord avec vous. L'État, qui lui n'a pas les mêmes références que nous. Parce que quand on est un trésorier, je dis trésorier, comme je dirais, enfin, un percepteur, qu'on soit un percepteur à Dunkerque ou un percepteur à Gardanne, c'est la même chose. C'est le même job, le même traitement, les mêmes primes, etc., etc. Bon, dans la fonction publique territoriale, c'est un peu différent. Parce qu'on n'a pas les mêmes suggestions, on n'a pas les mêmes postes, on n'a pas les mêmes fonctions. Enfin, voilà. Donc le fait de dire on fait l'extrapolation, on passe de l'État à la FPT, c'est bien dans l'idée comment dirais-je, d'homogénéiser un peu les trois fonctions publiques, celle de l'État, hospitalière et territoriale. L'idée n'est pas mauvaise en soi, mais malheureusement on n'a pas les mêmes postes, on ne parle pas de la même chose. Quand vous êtes dans une collectivité, vous êtes dans une collectivité. Quand vous êtes à Vauxbelair, vous êtes à Vauxbelair. Vous n'allez pas travailler à Besançon ou à Nancy. Hein. C'est clair que vous travaillerez à Besançon, à Vauxbelair. Voilà. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Bon, ils ont voulu, votre gouvernement que vous soutenez a voulu nous envoyer ça, mais écoutez, nous l'appliquons. Par contre, simplement, vous faire une remarque. Je ne voulais pas le dire, l'agent étant dans la salle, mais je vous ai dit, il y en a un qui est parti à la retraite, qui était ingénieur principal en chef de je ne sais pas quoi, qui a été remplacé, avant qu'il parte à la retraite, d'ailleurs, il a été remplacé. Donc on a créé le poste pour le remplacer bien avant. Donc si vous aviez suivi, vous auriez vu que nous avons créé ce poste, je crois, dans le conseil municipal du mois de janvier. Voilà. Et par contre, on ferme l'autre au mois de décembre. Donc vous nous faites des procès d'intention qui sont totalement faux. Il n'y a pas de procès d'intention. Mais si. Une question, vous répondez, parfait, point barre. Si, ce sont des procès d'intention. Vous dites qu'on supprime les postes et que, évidemment, vous écoutez, on manque de fonctionnaires, on manque d'agents. Moi, je pense qu'on a la possibilité de récompenser les agents qui travaillent et vous verrez que ça ira mieux dans l'administration auquel. Monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez nous dire, comment dirais-je, je suppose qu'il y a eu des réunions avec les agents municipaux sur ce changement. Quels sont le positionnement des agents municipaux par rapport à cette nouvelle loi? Autant pour moi, j'aurais dû vous le dire que le comité technique, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, le comité technique s'est réuni par 2 fois. La dernière fois, c'était ce matin. Je ne pouvais pas vous dire, vous le mettre avant, hein, puisque ça s'est passé ce matin, et qu'il n'y a pas eu accord entre les représentants de l'administration et les représentants des salariés. C'est clair. Voilà. Mais vous savez, vous le savez, puisque vous avez donné les chiffres qu'ils demandaient. Donc ça veut dire que vous le savez. Il ne faut pas me prendre que... Monsieur le maire, quand on prépare un conseil municipal, on se renseigne. Quand on prépare un conseil municipal, on se renseigne dans d'autres collectivités pour savoir comment cette loi a été appliquée. Il se trouve que dans d'autres... C'est pas une loi, c'est un décret, cher. Ce décret, comment il a été appliqué? Ça veut dire que dans d'autres municipalités, certains ont décidé effectivement d'aller jusqu'à 85%. C'est pour ça que cette question vous a été posée. Et il y en a même qui sont allés jusqu'à 100% pour l'IFSE. Voilà. Mais comme par hasard, c'est toutes les communes de gauche. C'est un hasard, vous allez me dire, oui. Non, mais je reconnais que des fois je parle trop. Et ça veut dire tout simplement que les communes de gauche sont un petit peu plus attentifs et bienveillants vis-à-vis de leurs agents. Je vous dis, c'est dans le même style que la suppression de la journée de carence. Voilà, c'est tout, c'est clair. Voilà. Bon, plus de questions, donc on met au voie cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 2 voix contre, 1 abstention, et donc majorité. Ah, alors c'est 2 abstentions. Autant pour moi, c'est majorité quand même. Hein. Alors ensuite, je continue. Donc, retrait de la ville de Cabriès du syndicat intercommunal du Grand Valin. C'est moi qui reporte cette loi. Oui, mais en fait, tu peux être rapporteur, quand même, si je suis bien. Voilà. Bon, alors, là, c'est encore, excusez-moi, c'est encore un truc, je l'ai mis à l'ordre du jour du Conseil. Vous n'avez pas grand-chose récemment là-dessus, puisque je vais faire un peu d'historique. Hein. Je vais remonter avant 89, excusez-moi, mais
Pardon? 2 mois, vous avez déjà expliqué. Non, mais là, ça c'est résolu, ça y est. Non, mais voilà, la suite, donc, un syndicat qui existe depuis presque 40 ans, en avril 77, la commune de Cabriès donc, a décidé, et là, elle l'a décidé mercredi, elle a mis un moment à délibérer, donc elle a adopté une délibération qui demande à sortir du SIGV. Le SIGV alors dit que le maire doit négocier avec le SIGV. Bon, ceci étant, c'était déjà négocié puisque le SIGV avait déjà rencontré les services de Cabriès et qu'il était arrêté, le trésorier du SIGV, qui est aussi le trésorier de Montbéliard, Mme Catanzaro à Gardanne, et il était décidé d'arrêter ça avec une participation de la commune de Cabriès pour sa sortie, qui était celle qui représentait 30% du capital restant dû, c'est ça? 32% du capital restant dû, et puis les intérêts restants les intérêts de la dette restant à couvrir, en fait, son pourcentage, voilà. On n'est pas allé plus loin dans les trucs, on a essayé de négocier au mieux avec cette commune. Donc le SIGV s'est réuni pas plus tard que ce matin et nous a transmis la délibération qui est passée au contrôle de légalité du SIGV, sur laquelle nous devons nous prononcer et qui est ici. Hein, c'est ça? C'est celle-là? Est-ce qu'on l'a la délibération concordante que doivent passer les communes de Montbéliard, de Signane et de Cabriès qui actent la délibération du SIGV. C'est sûr. C'est pas marqué là. Elle n'est pas signée, elle n'est pas passée au contrôle de légalité, mais c'est pour ça que je le vérifie. C'est pas la bonne, c'est pas la dernière. La dernière. C'est normalement les montants total. C'est pas bien la dernière. Alors, moi je vous propose de délibérer de la façon suivante. Elle est concordante, on va le voir. Hein. Les 3 communes sont saisies par le syndicat. Nous sommes les premiers à nous réunir. Cabriès, Simiane se réunit le 21, donc après-demain. Et Cabriès, je ne sais pas quand, à mon avis, ils ne se réuniront pas pour parler de ça, puisque ça va être entériné. Il suffit de la majorité qualifiée, c'est-à-dire la moitié, un tiers, 2 tiers, c'est la moitié des conseils municipaux, 2 tiers de la population, ou 2 tiers des conseils municipaux, moitié de la population. S'il y a 3 conseils municipaux, les 2 tiers, c'est 2. Donc il suffit que Montbéliard et Simiane adoptent cette délibération conforme. C'est 2 sur 3, et évidemment, ces 2 communes représentent plus de la moitié de la population des 3 communes réunies du syndicat. Donc ça veut dire que si c'est conforme et à Montbéliard et à Simiane, le sous-préfet prendra son arrêté de sortie de la commune de Cabriès. Voilà. Donc il vous est proposé, bon les vues, vous voulez tout ça, puisqu'il y en a des versions concordantes du 16 janvier 76, du 14 septembre 76, du 30 juillet 76, des communes de Simiane, Bouc et Cabriès approuvant le principe de création d'un syndicat. Vu l'arrêté du 13 avril 77 de M. le sous-préfet autorisant la création du syndicat intercommunal, ayant pour objet la construction d'un collège, qui était le collège Georges Brassens, vu la délibération date du 12 décembre 2016 de la commune de Cabriès approuvant le retrait de la ville de Cabriès du syndicat intercommunal du Grand-Valin, vu la délibération en date du 19 septembre 2016 du syndicat intercommunal du Grand-Valin approuvant le retrait de la ville de Cabriès et fixant les conditions financières. 19 décembre, oui. Ah pardon, 19 décembre 2016, du syndicat intercommunal du Grand-Valin approuvant le retrait de la ville de Cabriès et fixant les conditions financières et patrimoniales de ce retrait,
vu l'article L5211-19 du Code général des collectivités territoriales, vu le courrier en date du 19 décembre 2016 de Madame la Présidente du SIGV adressé aux communes membres leur demandant de bien vouloir faire délibérer leur assemblée municipale sur la demande de retrait de la ville de Cabriès selon les termes de l'article L5211-19 du CGCT, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'approuver la demande de retrait de la ville de Cabriès du syndicat intercommunal aux conditions fixées par la délibération du 14 décembre. Ceci étant, on ne sait pas quels sont les... On n'a pas mis le montant, là. Sur la note de synthèse. Ah, il vient sur la note de synthèse. Non, mais pas dans la limite. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas une limite conforme? Alors, le montant, je vais vous le donner. 352. 352 653 plus 66 000. Oui, vous l'avez mis dans la synthèse, mais ce n'est pas dans la délibération. Donc je ne citerai pas la délibération, ça n'y figure pas. Donc c'est 352 au titre de la quote-part du capital, 352 653, majoré des intérêts d'emprunt en cours jusqu'à la extinction pour un montant de 66 263,37, ce qui fait un montant total de 0,37, 6, 11, 9, 419 000, non, 418 000, enfin bon, ça fait 400 et des poussières. Voilà. Ai-je bien résumé la situation, comme vous l'avez voulu? Juste pour se souvenir quand même que le problème essentiel, et puis nous semble être celui qui a entraîné la sortie de Cabriès, c'est l'installation de la vidéosurveillance, si je ne m'abuse. Non, monsieur le maire de Cabriès trouve que ça lui coûte très cher, mais lui il ne veut que des caméras. Bon, donc il n'est pas intéressé, semble-t-il, par le travail qui est fait au quotidien, au titre du social, avec l'assistante sociale qui a été embauchée par le syndicat, il y a je ne sais pas combien d'années, et le travail que fait les médiateurs. Bon, lui il n'en veut pas. Très bien. C'est son problème à la limite, je veux dire, puisqu'il fait référence. C'est insupportable, ça. Hein. Je suis désolé, mais j'essaie de rigoler, j'espère que quand on regardera le film sur le site, on n'aura pas tout ce bruit-là, parce que c'est assez insupportable. Donc, il a l'air de ne pas le vouloir, puisqu'il fait référence dans sa délibération au CISPD, le comité intercommunal de... Non, mais Prévention de la délinquance. De sécurité et de prévention de la délinquance, qui date de 99, la compétence du syndicat, il fait référence à ça, donc ça veut dire qu'il n'en veut pas. Libre à lui de ne pas en vouloir, libre à lui de revenir sur quelque chose qui existe aujourd'hui depuis 40 ans et qui a toujours bien marché, sans problème. Après, il veut des caméras, mais les caméras, semble-t-il, sur Cabriès, ont quelques soucis pour marcher en hertzien. C'est ça, c'est en hertzien. Bon, il faut fibrer. Bon, voilà. Donc, mettre des caméras, si on ne fibre pas, vous avez remarqué que sur Book, on fibre. Donc, on met des caméras, une fois qu'on a fibré. Par contre, la commune de Cabriès, le maire de Cabriès, souhaite avoir des caméras. Mais écoutez, il se les achète, les caméras. Et puis après, si on ne peut rien en faire, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Voilà. Et cette affaire n'a que trop duré. Parce que vous savez, la discourtoisie, quand on prend des délibérations en demandant à sortir du syndicat, que ni le syndicat ni les autres maires sont au courant, je trouve que c'est un peu discourtois. Alors, autre question? Pas d'autres questions, donc je me vois cette délibération. Voix contre,
Il n'y en a pas. Abstention. 2 abstentions, donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons présenter une motion d'opposition au retrait de la délibération du 19 septembre 2016 sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles, exonération de tous les terrains constructibles situés sur la commune de Boubellaire, qui était en fait j'ai eu une lettre du sous-préfet me demandant de rapporter cette délibération que nous avons votée donc en septembre 2016 et qui correspondait d'ailleurs à ce que nous avions voté en 2015 et en 2014 et même en 2013 si je me souviens bien, c'est ça, ouais. Puisque c'est quelque chose qui était obligatoire depuis 2013. Et il me dit aujourd'hui qu'il faut la retirer puisque la loi oblige, la loi de finances 2016 oblige les communes à l'application de cette loi. Donc nous ne retirons pas nous proposons de ne pas retirer la délibération qui était et de s'exprimer contre cette loi socialiste d'imposer des gens sous le prétexte qu'ils ont un terrain constructible qu'ils n'ont pas construit. Voilà, donc je vous propose de faire 5 minutes de suspension de séance pour que vous preniez connaissance de cette motion et la séance reprend dans 5 minutes. C'est clair. L'eau.
Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, on peut reprendre la séance du conseil municipal. Ok. Bien, donc vous avez sous les yeux la motion qui vous est proposée. Est-ce que vous avez des remarques ou des... Oui, monsieur Pissot, vous avez la parole. Lors du conseil municipal du 19 septembre dernier, lorsque vous avez proposé au travers du rapport 16-07-07 de voter l'exonération pour tous les terrains constructibles non bâtis situés sur la commune, de la majoration de la taxe foncière, j'avais attiré votre attention sur le fait que la majoration de 5 € par mètre carré que vous dénonciez et qui motivait essentiellement le dit rapport n'existait plus depuis le 1er janvier 2016 et que de ce fait, la délibération proposée était inadaptée. Alors aujourd'hui, vous dites, vous proposez une motion d'opposition au retrait de cette délibération inadaptée en disant il n'y a pas de raison, pour les raisons que vous évoquez, Bourg-Bel-Air il n'y a pas de raison que Bourg-Bel-Air soit assimilé aux communes où il y a un besoin évident de logement, etc., etc. On peut en discuter, mais l'objet n'est pas là. Mais il n'empêche que la délibération 16-07-07 reste toujours inadaptée. Bon, dans le document que vous avez fait passer préalable à celui que vous avez distribué, un calcul était fait montrant que la majoration était hallucinante, que ça entraînait une surtaxation hallucinante. En fait, au jour d'aujourd'hui, l'exemple que vous preniez, qui était 500 € de valeur cadastrale, en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2016, mais d'ailleurs aussi en 2015, la valeur cadastrale passait de 400 à 480 €. C'est-à-dire que c'était une imposition complémentaire pour les propriétaires concernés d'un peu moins de 40 €, ce qui reste quand même largement supportable. Alors, par contre, j'en profite à nouveau pour attirer votre attention qu'en 2017, il y a un retour à une pénalité, je dirais entre guillemets, de 3 € par mètre carré. Et cette pénalité va s'appliquer, les 25% ils tombent. Bon, mais la pénalité de 3 € par mètre carré va s'appliquer, sauf si la commune prend une décision une demande avant le 1er octobre, donc qui est passé,
à moduler cette pénalité, soit en adoptant 1 euro, soit 2 euros, soit à l'inverse pour les communes qui ont un vrai besoin, 4 ou 5 euros. Au jour d'aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire, bon, ok, on peut toujours batailler pour que Bouc-Bel-Air ne soit pas soumis au texte, c'est une chose, mais en attendant, il vaudrait peut-être mieux proposer une modification du rapport 160707 et de le rendre adapté en disant, eh bien, la commune corrige le rapport 160707 et demande à ce que la pénalité soit seulement de 1 euro par mètre carré au titre de 2017. Sinon, il va tomber 3 euros. Voilà. Donc, là, ça prend, votre motion prend une nouvelle dimension, mais il n'empêche que ce qui n'a pas été fait au 1er octobre 2016 risque de pâtir aux propriétaires fonciers concernés en 2017. Et même si je pense qu'il est nécessaire d'inciter les propriétaires fonciers à construire plutôt qu'à spéculer, 3 euros, bon 5 euros c'était pas raisonnable, 3 euros ça reste très lourd et ça n'a pas d'effet pédagogique, c'est une punition, il est vrai. Mais 1 euro par mètre carré, ça peut avoir un effet pédagogique et inciter effectivement les propriétaires qui ont un terrain constructible non bâti à y aller, à passer à l'acte et pas attendre que les prix augmentent. Voilà. Donc, vous voyez, il y a deux choses, deux dimensions. Bon, la motion, bon, pourquoi ne pas demander que Bel-Air soit mise en dehors des règles qui s'appliquent aux communes où il y a une véritable tension. Alors après, on peut discuter si la tension n'est pas avec Bel-Air, mais c'est un autre sujet. Et puis, il y a le fait qu'au 1er octobre, il aurait fallu prendre la bonne... la bonne décision municipale de demander que ce ne soit pas 3 euros, mais seulement 1 euro par mètre carré qui soit appliqué en 2017. Voilà, monsieur. Bien, monsieur Pisson, moi j'avoue que je ne comprends plus rien parce que le sous-préfet m'a écrit, j'ai la lettre sous les yeux, me disant, il a même fait porter le jour de la forclusion, c'est-à-dire le 21 novembre, puisque vous savez qu'il a 2 mois pour faire le contrôle de légalité, donc il a signé la lettre, elle est datée du 18, et il a fait porter par porteur spécial le 21, parce que s'il l'a envoyé par la poste, on en recevait le 22 ou le 23, donc elle était... Voilà. Donc une lettre qui dit délibération du 19 septembre 2016, objet de majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles. C'est là, nous parlons de ça. Et dit l'article 82 de la loi de finances pour 2013 a rendu obligatoire à compter les impositions établies au titre de 2015 pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles dans les communes où la taxe sur le logement vacant est applicable, c'est-à-dire, Bel est concerné, ça va plus vite. Cette majoration est fixée à une valeur forfaitaire de 5 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2015 et 2016, puis 10 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre de 2017 et des années suivantes. Elle s'applique de plein droit. Non, c'est le sous-préfet qui m'écrit. Contrôle l'égalité. Donc, alors peut-être que lui, il n'a pas su lire la loi de finances. Vous en savez peut-être plus que lui. Mais moi, je suis obligé de... Je vous avoue que moi, il m'a écrit l'article 82 de la loi de finances de 2013. Donc, je ne mets pas en doute ce qu'il me dit. Donc, je contrôlerai dès demain l'article 82 de la loi de finances 2013 pour savoir ce qu'il en est. Et alors, il dit... après, on continue... conformément à l'article 84 de la loi de finances pour 2014, la majoration automatique dans les zones tendues s'applique à compter des impositions de taxes foncières sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015. Et il finit en disant la loi de finances de 2015 ayant maintenu cette majoration obligatoire. La délibération du 19 septembre 2016 portant exonération de tous les terrains constructibles inclus dans les zones U et AU
du plan local d'urbanisme de la commune de Montbéliard est donc entaché d'illégalité. Cet acte ne peut être appliqué par l'administration fiscale. En conséquence, j'invite votre assemblée délibérante à procéder au retrait de cette délibération lors de sa prochaine séance. Moi, je l'ai reçu, je ne sais plus quand, je l'ai reçu après où je ne pouvais pas la mettre à l'ordre du jour du dernier conseil, donc je l'ai mis à cet ordre du jour en vous disant que pour moi, il n'est pas question de suivre cette lettre-là, c'est tout. Appliquer des lois socialistes perverses comme celle-là, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. Je le dis très clairement, donc il vous est proposé de faire une motion, monsieur le sous-préfet, en ce sens. Si ce n'est quand même que vous pourrez vérifier la surtaxation de 5 € par mètre carré, qui n'est que 10 € a été supprimée par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique plus en 2016, et même il y aura remboursement des gens qui en auront été victimes, je dirais, pour 2015. Par contre, pour 2017... Non, mais c'est fort, parce qu'en matière fiscale, non mais vous imaginez, en matière fiscale, on a mis une imposition, et puis après on revient, on annule cette imposition. Piloguer, je suis d'accord que c'est bizarre, mais il n'empêche que, par contre, pour 2017, je vous garantis que dans le texte, il est prévu que le retour, la suppression des 25% de surtaxation, mais le retour d'une surtaxation de 3 € par mètre carré, qu'on peut ramener par conseil municipal. J'ai compris. Vous faites référence. Si on ne le fait pas, vous faites référence à LFR de fin 2015, c'est ça? Il aurait fallu le faire avant le 1er octobre. En septembre, on aurait pu le faire plus tôt que... Et donc, j'attire votre attention que peut-être il vaut mieux dire qu'on corrige le rapport 2016-07-07 en disant, finalement, on demande à 1 € pour 2017. Après, la motion, c'est une autre question. Non, mais si vous me dites que, vous pourrez vérifier. Que le contrôle d'égalité, je vais vérifier, vous comprenez, ça c'est évident, que le contrôle d'égalité a tort, moi il me demande de bien vouloir vous présenter pour rapporter cette délibération, je vous dis ce qu'il en est. Si vous me dites qu'il a tort parce que la LFR de 2015 revient là-dessus, écoutez, on va voir et je vous propose le prochain conseil d'en parler. Donc retirons de l'ordre du jour cette motion, il faut être clair, si le contrôle d'égalité s'est trompé, ou alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être la prendre quand même pour répondre à la lettre, prendre quand même cette motion pour répondre à la lettre, parce qu'aujourd'hui il faut que je réponde à la lettre, j'ai 2 mois, donc voilà. Donc vous allez être d'accord, on vote cette motion, et par contre on pour l'instant on va prendre une position d'abstention en attendant de voir ce que vous faites, mais je pense avoir bien vérifié et je vous invite à le faire. Mais je vais regarder dès demain ce que dit la LFR 2015, c'est important ce que vous dites, ça veut dire qu'on prendrait le contrôle d'égalité. Voilà. Bon. Voilà. Donc, alors je mets au voix, vous voulez qu'on change des mots là-dedans? Non, vous ne voulez pas qu'on change des mots, puisque vous abstenez, vous. Donc voilà, vous abstenez, donc on la garde comme elle est, et donc elle est votée à l'unanimité des votants avec 2 abstentions. C'est ça? 2 abstentions? Comme eux? Non, d'accord. Ok. Donc il y a 2 abstentions, c'est ça, et donc c'est l'unanimité. Je vous remercie. On va continuer avec l'ordre du jour. Maintenant, on va changer un peu de rapporteur, parce qu'on commence un peu fatigué. Et on aura une classe de découverte à Saucé-les-Pins, avec Mathieu Pietri, c'est pour l'école d'Abergely, qui va nous rapporter ça. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération fait suite aux 2 précédentes prises le mois précédent, en novembre, concernant les classes découvertes. Cette délibération donc, concerne la classe de l'école élémentaire de la Bergerie. À la demande du directeur de cette école, une classe découverte est organisée par la municipalité en faveur des classes de CE2 et de CM2 au centre La Côte Bleue
avec pour thème séjour écolo-sport. Le prix du séjour s'élève à 335 € par élève. Il comprend donc la pension complète, l'encadrement nécessaire, les assurances, les activités prévues, notamment voile, le transport, les animateurs bien évidemment. La commune accordera une participation financière aux familles. Le montant de l'aide accordée est calculé en fonction du quotient familial, vous avez la formule, et sera comprise entre 20 et 80% en fonction des tranches de revenus. Vous avez le tableau récapitulatif derrière, avec une participation communale qui sera comprise entre 67 € et 268 €. La période, c'est une classe qui se tiendra du 3 au 7 juillet 2017. Question à Mathieu Pietri. Pas de questions, je m'envoie cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Oui, vous avez fin 2016. C'est encore bien, allez, passons à la délibération suivante, la signature de la charte de gouvernance politique pour accompagner le transfert de la compétence plan local d'urbanisme à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui est en fait préfiguration de l'évaluation du PLUI, PLU intercommunal du Pays d'Aix. Rapporteur Monique Salomon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la métropole Aix-Marseille-Provence sera compétente en matière de PLU pour toutes les communes composant le territoire du Pays d'Aix au 1er janvier 2018. Mais lors de la conférence des maires du territoire du Pays d'Aix du 23 juin 2016, il a été acté la nécessité de préparer ce transfert de compétences en lançant dès maintenant une phase de travail anticipée permettant l'élaboration d'un PLUI, c'est-à-dire un plan local d'urbanisme intercommunal au niveau du territoire du Pays d'Aix. L'objet de cette charte est de définir en fait la gouvernance de l'élaboration de ce PLUI dans un contexte réglementaire transitoire. Vous savez qu'après le 1er janvier 2018, l'élaboration du PLUI du territoire du Pays d'Aix pourra être prescrite par délibération et les modalités de collaboration entre les communes et le conseil de territoire devront alors faire l'objet d'une délibération. Jusqu'à cette date, aucun cadre juridique n'est fixé pour organiser en fait les relations entre la commune et la métropole. Il est donc nécessaire de s'engager mutuellement à travers une charte de gouvernance s'appuyant sur des valeurs de travail communes. Le travail préparatoire qui sera réalisé jusqu'au 1er janvier 2018 aura pour objectif de définir la méthodologie de travail, les objectifs du PLUI, les modalités de collaboration entre les communes et le territoire, la délibération de prescription de l'élaboration du PLUI dès janvier 2018, l'écriture d'un projet d'aménagement et de développement durable concernant tout le territoire, l'évolution de la charte de gouvernance pour le transfert de la compétence document d'urbanisme. 3 niveaux d'instances seront mis en place au sein du conseil de territoire. Ces 3 niveaux, donc un niveau territoire avec le binôme référent qui sera le maire et un technicien de la commune compétent en matière d'urbanisme, un pilote qui comprendra un comité technique donc, qui s'appelle le COTEC, qu'on appelle le COTEC, un groupe des adjoints à l'urbanisme des 36 communes, une réunion des DGS et un comité de pilotage qui sera l'instance politique opérationnelle coordinatrice du projet. La validation par la conférence des maires constitue un espace de collaboration sur des sujets
à enjeux politiques majeurs. Elle définira les orientations stratégiques. 3 principes cadres ont été actés au sein du projet de cette charte de gouvernance. Il s'agit de s'appuyer sur le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Aix, qui a été voté à l'unanimité en décembre 2015, en attendant les orientations métropolitaines pour exprimer notre projet du territoire au sein du PLUI. Construire le futur PLUI en tenant compte des projets communaux de toutes les communes, travailler en collaboration avec les communes aux différentes phases de la procédure. Donc, il s'agit, à travers cette délibération, de voter en fait cette charte de gouvernance que le maire vous demande de voter, qui servira à donner l'autorisation au conseil de territoire de commencer à travailler sur les études du PLUI en 2017, alors qu'il n'en a pas la compétence. Il s'agit donc, pour la commune de Bouc-Bel-Air, de voter ça, pour que le conseil de territoire commence à travailler sur l'élaboration du PLUI et lance toutes les études préalables et mette en place toute l'organisation pour travailler sur ce PLUI. Donc c'est un travail préparatoire. Et ce n'est pas du tout le fait que, on ne veut pas dire que en fait, c'est la métropole qui va s'occuper du PLUI, c'est bien le conseil du territoire du Pays d'Aix qui va mettre en œuvre ce PLUI. Donc c'est le point important de cette charte. Le deuxième point, toutes les modalités de concertation et de collaboration avec les communes seront faites ensemble et seront fixées en 2017. Et ce qui permettra aux maires de mettre tous les verrous qu'ils pourront mettre pour faire en sorte de s'occuper tout seul de ce PLUI. La métropole ne prendra pas la main sur ce PLUI et il faut que cet engagement, à partir de cette charte, soit pris par toutes les communes du conseil de territoire. C'est le conseil de territoire, avec l'équipe mise en place, qui doit élaborer ce PLUI. Par contre, c'est la métropole qui approuvera, bien sûr, ce PLUI qui sera présenté par le Conseil du territoire. Voilà. Monsieur le maire vous demande donc d'adopter la charte de gouvernance telle qu'elle sera annexée à la présente délibération. Vous avez eu une copie de cette charte. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monique Salomon, monsieur le conseiller municipal? Pas de questions, puisque j'avais assisté à la réunion à la commission, donc j'avais bien l'information. Non, simplement pour bien quand même mettre en exergue que ce n'est pas sans arrière-pensée que le territoire du Pays d'Aix lance cette procédure. Effectivement, c'est toujours la peur de la métropole qui va tout casser, etc., etc. Bon, l'avantage que je vois, moi, c'est que quand même on sait que la construction d'un PLU, encore et pire pour un PLU intercommunal, prend du temps, et c'est pas une mauvaise chose de commencer les travaux dès l'année prochaine, c'est en 2017. Tout ce qui aura été fait, ça sera bien, quoi, hein. Et puis la métropole reprendra la main en 2018. Et puis je ne crois pas que ça soit si terrible que ça. Sinon, bon, sur l'intérêt d'un plus intercommunal, on voit bien l'exemple de l'avis négatif que vous avez formulé concernant le plus de Cabriès. Montre qu'il y a probablement aussi des accords et des stratégies à trouver ensemble entre les 36 communes de l'ancien Pays d'Aix. Après, bon, on peut quand même craindre juste un petit peu que le montage technique et politique soit un petit peu une usine à gaz. Bon, mais enfin, je pense que ça se calmera avec la réalité des travaux. Voilà. Non, ça devrait bien marcher, je pense. Et il vaut mieux que ce soit le conseil de territoire du Pays d'Aix qui s'occupe de ce PLUI. C'est excellent, en plus, qui dit que c'est le conseil de territoire
qui le prépare, etc., mais qu'il est approuvé par la métropole. À mon avis, c'est juste un passage à la métropole. Je crois qu'il n'y aura pas... Oui, parce que le pays d'Aix, en conseiller métropolitain, représente 40% des communes, mais 25% des conseillers métropolitains. Hein. C'est pas énorme. Donc on est loin d'avoir la majorité. Hein. Je ne parle même pas des autres territoires qui sont encore moins nombreux que nous, parce qu'on a la chance d'avoir la commune d'Aix qui, elle, a 17 conseillers métropolitains, alors que vous avez 82 communes qui n'ont qu'un représentant. Bon, plus de questions, plus de prise de position là-dessus. Politique, je me vois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention, non plus unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons le transfert de la compétence infrastructure de charge nécessaire à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables au SMED 13, rapporteur Armand Chamelin. Merci, monsieur le maire. Dans le but d'améliorer la qualité de vie des bouquins, monsieur le maire Richard Maillet et toute l'équipe municipale ont engagé une politique environnementale ambitieuse pour faire de Bouc-Bel-Air la ville nature de la métropole Aix-Marseille-Provence. Dans ce cadre, le développement de l'écomobilité sur le territoire communal est un axe important. Afin de favoriser ce développement, la municipalité souhaite mettre à disposition des usagers possesseurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables 3 bornes de recharge. Pour ce faire, la municipalité s'appuie sur les compétences du SMED 13 en la matière et décide de transférer au SMED 13 la compétence infrastructure de charge nécessaire à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Le transfert des compétences à caractère optionnel requiert une délibération expresse de la commune. L'ADEME subventionne par l'intermédiaire du SMED le développement des infrastructures à hauteur de 50% des charges d'investissement. En contrepartie, l'ADEME demande aux collectivités la gratuité de stationnement pour les véhicules rechargeables, que le stationnement dispose au nom de bornes de recharge pour une durée minimale de 2 heures de stationnement, pour une période de 2 ans minimum. L'engagement de la collectivité devant être pris dans les 6 mois suivant la notification d'attribution de la convention de financement. La ville de Bouc-Bel-Air souhaite l'installation de 3 bornes sur son territoire. Elle déterminera l'emplacement précis de ces dernières avec le SMED 13. Le déploiement opérationnel est prévu pour 2017. Le SMED 13 assurera la maîtrise d'ouvrage ainsi que l'exploitation des bornes. La commune sera appelée à contribuer à l'exploitation des bornes selon les montants financiers indiqués ci-dessous avec une évolution selon les exercices considérés. Pour l'exercice 98, la somme des deux cotisations s'élève à 2 925 €. Pour l'exercice 99, 1 245. L'exercice... Pardon ? C'est en 2010. J'ai dit 2098 ? Oui, 98. Bon, ben, je crois qu'on ne sera pas là en 98, donc... bon. En 2019, 1245, 2020, 965 et exercice 2021, 545. Monsieur le maire demande au vu des éléments qui précèdent aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le transfert de la dite compétence en matière d'infrastructure de charge nécessaire à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Est-ce que vous avez des questions à poser à Armand Chamelin? Oui. J'aimerais des clarifications, M. Chamelin, sur la contrepartie que demande l'ADEME aux collectivités. Il est notifié la gratuité de stationnement pour les véhicules rechargeables, que le stationnement dispose ou non de bornes de recharge.
pour une durée minimale de 2 heures de stationnement. C'est pas très clair. En fait, ce qui veut dire que tout véhicule électrique ou électrique rechargeable peut stationner sur tout emplacement de la commune en intérieur ou en extérieur sans payer de redevance pendant 2 heures. Alors, juste une chose, c'est ce que demande le SMED, si c'est ce que ça veut dire, ce que demande le SMED, que toutes les communes qui adhèrent à ça le fassent, mais nous c'est déjà le cas, le stationnement n'est pas payant chez nous. Donc, et par contre ici on a un stationnement qui est limité à 2 heures, qui est gratuit, mais limité à 2 heures. C'est-à-dire si vous sortez de ces 2 heures, vous êtes verbalisé. Voilà. Ça permet, d'ailleurs vous l'avez vu, ça permet de tourner maintenant, les véhicules tournent, on peut venir à la mairie, on peut venir à la banque, on peut venir à la poste, on peut venir dans les commerces, rester 1 heure, 1 heure et demie, maximum 2 heures, ça tourne, maintenant c'est mieux. Donc en l'occurrence, cette condition, elle ne s'applique pas, quoi. Oui, mais c'est un souhait, enfin c'est une obligation de la contrepartie de la participation de l'ADEME. En termes de période, on parle de 2 ans minimum, ça c'est aussi l'exigence de l'ADEME, mais nous, Boubélair, nous accordons ces dispositions pour 5 ans. Alors je vous donne je dis un mot de plus là-dessus. Là j'informe donc le conseil municipal que les 3 goupilles véhicules électriques pour les services techniques, alors il y en a 3 différents, je crois. Hein. Oui, c'est ça, il y en a un qui est un qui et l'autre avec une et un qui est équipé d'un surpresseur, enfin pour avec de l'eau, un Karcher, voilà, chercher le terme. Et le 3e, c'est normal, hein. Oui, je crois que 2 les mêmes. Ouais. Ah, pour l'arrosage, voilà. Ouais, c'est pas, voilà. Donc, 3 véhicules électriques sont arrivés, ils sont en utilisation au service technique, et que nous recevrons le mois prochain 3 autres véhicules électriques qui sont des Citroën 0, C0, qui sont des véhicules qui vont remplacer les 208 Turbo D que nous avions en location, qui était une hérésie complète, puisqu'aujourd'hui les turbos cassent, parce que c'est des voitures qui ne roulent pas assez, quoi. Donc les turbos cassent, les filtres à particules sont bouchés, enfin voilà, donc je ne sais pas qui avait susurré ça à l'oreille de mon prédécesseur, mais quelle bêtise notoire. Donc nous allons remplacer pour des véhicules qui font moins de 60 km par jour, quoi, je veux dire, au maximum. Donc ça suffit largement, des véhicules électriques comme ça qui seront rechargés sur des prises normales au service technique, puisque le temps de travail, le temps de non-travail des services techniques suffit largement pour recharger ces véhicules-là. Oui, monsieur Pisson, je savais que ça vous plairait. Que oui, ça me plaît bien, les 3 bornes donc seront destinées au public. Affirmatif. Et donc, il y aura des modalités de paiement d'électricité Alors, d'après, oui, tout à fait. Ça sera encore à définir, mais on parle de 3 € par charge. Voilà. Mais c'est un avantage, si vous voulez. Quand j'étais vice-président de la communauté de Pays d'Aix, délégué à l'écomobilité, j'avais regardé comment faire rentrer dans le plan de l'État, qui était 1 million je sais plus, 1 million de prises, je crois, non, de recharge. C'est un truc de Ségolène Royal qui faisait que l'État en paye la moitié. Et en fait, le SMED a fait la mutualisation, ce qui a permis à l'ensemble des communes qui sont intéressées d'y participer, puisque nous aurons à payer 50% des travaux. Alors, pour un peu plus de précision, si vous voulez bien, monsieur le maire, il s'agit d'une mutualisation, d'un déploiement de ces bords dans tout le département, pour le semaine 13, tout ce qui est de compétence du semaine 13. C'est un investissement de 2 millions, dont 1 million par l'ADEME, et on estime qu'au bout de 5-6 ans,
au vu des 3 euros qui seront payés pour chaque charge, on rentrera dans nos fonds. Hein. Ok, plus de questions. Je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, mais il s'agit pour les 2 dernières de demande de subvention auprès du CD de travaux de proximité 2017. C'est la réfection de la rue Pierre-Bello et du chemin des Revenants. Tu en dis un mot ou ça vous suffit comme... Oui, c'est ce qu'on fait habituellement hein, en termes des travaux de proximité. Ok, on les vote toutes les 2 ensemble. Demande de subvention, ça ne pose jamais de problème, il n'y a pas de polémique, au contraire. Bien, alors pour ces deux délibérations, voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Écoutez, mesdames et messieurs, mes chers collègues et chers bouquins qui êtes dans le public, il n'y a pas de questions diverses qui ont été posées, donc voilà, donc l'ordre du jour est terminé, l'année est terminée, je vous souhaite à toutes et à tous un bon Noël, c'est samedi, et un bon boudin pour la semaine prochaine, et à l'an Kevin.